De retour au tribunal, l'affaire de la belle-mère du Connecticut, accusée d'avoir retenu son beau-fils captif à l'intérieur de leur maison pendant 20 ans. Qui d'autre est dans la maison? Qui d'autre était dans la maison? Mon beau-fils est ici. La police dit que cet homme a été libéré après avoir déclenché un incendie dans leur maison afin de faire venir les secours et d'être sauvé. Kimberly Sullivan, la belle-mère de la victime, adresse maintenant des demandes audacieuses au tribunal. L'identité de son beau-fils a été dissimulée au dossier du tribunal et au public, mais elle demande la levée de cette protection. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Les demandes que Kimberly Sullivan formule devant le tribunal ont été qualifiées, je cite, d'épouvantables par la mère biologique de son beau-fils. Voici une vidéo de Kimberly Sullivan au tribunal aujourd'hui, lors d'une audience dans le Connecticut. Son avocat a présenté plusieurs demandes qui ont été examinées lors de cette audience. Cela inclut une demande pour révéler l'identité du beau-fils de Kimberly Sullivan, qu'elle aurait retenu contre son gré pendant 20 ans. Selon le New York Post, la mère biologique de la victime a jugé cette demande épouvantable. Une grande partie de cette histoire concerne le secret entourant ce qui se passait prétendument à l'intérieur de cette maison sur Blake Street à Waterbury. Avant de parler du tribunal aujourd'hui, je veux rappeler le contexte pour expliquer comment on en est arrivé là. Il y a beaucoup à dire. Sullivan a été arrêté en mars pour avoir retenu son beau-fils captif pendant 20 ans. 2 décennies. Ce n'est pas une faute de frappe, 20 ans. C'est l'accusation. Tout cela a été découvert lorsque les autorités sont intervenues dans une maison sur Blake Street à Waterbury, dans le Connecticut. Il y a eu un incendie dans la maison de Sullivan en février et ils l'ont trouvé à l'extérieur de la maison. Descendez! Qui d'autre est dans la maison? Qui est là-dedans? Mon beau-fils est ici. J'ai 2 chats. Tout le monde est sorti? Oui. Mais votre beau-fils est toujours à l'intérieur? Oui. D'accord, sors! Descends de la route! Allez, viens! D'accord, mon chien tremble. Je sais, viens ici en bas! La vidéo de la caméra corporelle montre la police amenant une personne à une ambulance. Il y a une victime juste ici! Cette victime est un homme qui souhaite être appelé S. Il a maintenant 32 ans et lorsqu'il a été secouru plus tôt cette année, la police dit qu'il pesait 31 kilos. Il a publié une déclaration quelques semaines après son sauvetage, affirmant aller mieux et se rétablir. Mais il faut penser au long chemin qui attend cet homme pour retrouver sa santé. Il a dit qu'il avait déclenché cet incendie parce qu'il voulait que les premiers intervenants viennent à cette maison et le sortent de là. Maintenant, depuis que les secours l'ont sorti de la maison et qu'il se remet, il a changé de nom. Il se fait appeler S en public, mais ses prénoms et noms ont été modifiés là où il réside. Ce sont toutes des informations que l'État du Connecticut souhaite garder confidentielles. La belle-mère de S a été arrêtée quelques semaines après l'incendie, le 12 mars. Kimberly Sullivan est accusée d'agression au premier degré, d'enlèvement au deuxième degré et de séquestration au premier degré. Entrons dans le détail des allégations concernant ce que S affirme que Kimberly Sullivan lui a fait subir pendant 20 ans. Il y a des allégations qui sont difficiles à comprendre. Elles sont glaçantes à entendre. Et avant d'entrer dans les détails troublants, je veux être clair, Kimberly Sullivan et son avocat affirment qu'elle est totalement innocente. S dit qu'il avait 11 ans lorsque Kimberly Sullivan l'a retiré de l'école publique à Waterbury. Il a échappé à toute surveillance jusqu'en février, quand les pompiers sont intervenus chez lui pour un incendie. Bien que les administrateurs et enseignants aient signalé à l'État du Connecticut leurs inquiétudes concernant le traitement de S à l'école, le département des enfants et des familles n'a fait que 2 visites. Les travailleurs sociaux n'ont pas trouvé assez de problèmes pour justifier le retrait de S de sa famille. Maintenant, ce que S dit s'est réellement passé, c'est que Kimberly Sullivan l'aurait enfermé dans une pièce, parfois pendant toute la journée. Elle ne lui donnait à manger que de petites quantités de nourriture et seulement un peu d'eau, selon ses dires. Dans les documents judiciaires, S a raconté aux enquêteurs que certains de ses premiers souvenirs sortaient discrètement la nuit de sa chambre pour chercher à manger et boire. Mais lorsqu'on a découvert qu'il faisait cela, dit-il, il a été enfermé dans sa chambre. Il se rappelle avoir bu dans les toilettes car il n'avait que 2 verres d'eau par jour. Et ce n'était que le début. La police de Waterbury a diffusé ces photos après l'incendie et l'arrestation de Kimberly Sullivan, illustrant les conditions difficiles à l'intérieur de la maison. Kimberly Sullivan a récemment demandé et obtenu l'autorisation du tribunal pour rentrer chez elle sur Blake Street à Waterbury. Elle a aussi demandé qu'on lui retire son bracelet système de positionnement global, ce qui restait en suspens jusqu'à aujourd'hui.
S dit qu'il a été gardé dans cette pièce pendant de si longues périodes qu'il comptait les années en écoutant une radio près de sa chambre, où il écoutait des courses de NASCAR et du basket de l'Yukon. C'est ainsi qu'il savait quelle période de l'année c'était et en quelle année il se trouvait. Un juge a d'abord fixé une caution de 300 000 $ pour Kimberly Sullivan. Elle a publié que Kimberly Sullivan porte de nouveau ce bracelet système de positionnement global. Allez, descends, descends. Qui d'autre est dans la maison? Qui d'autre est là-dedans? Mon beau-fils est ici. J'ai 2 chats. Tout le monde est sorti? Oui. Mais votre beau-fils est toujours à l'intérieur? Oui. Il est juste ici, il est sorti. Ah, d'accord, viens sur la route. Allez, viens, viens. Voici maintenant d'autres images de caméras corporelles que nous avons reçues au cours des derniers mois, de la nuit où S se serait soi-disant libéré. Il affirme à nouveau que Kimberly Sullivan l'a enfermé dans une pièce à l'intérieur de leur maison, parfois pendant 22 voire 24 heures par jour. Voici la vidéo de la caméra corporelle montrant la police parlant à S dans l'ambulance. Mais comme vous le voyez, elle a été très expurgée et on ne sait pas de quoi il parle. Mais lorsque la conversation se termine, l'audio revient et vous pouvez entendre les policiers réagir à ce qu'ils viennent d'entendre, ce que cet homme de 31 kilos leur a dit. À ce moment-là, il semble que S ait commencé à dire à la police ce qui lui serait arrivé à l'intérieur de cette maison, prétendument de la main de Kimberly Sullivan. Nous disons prétendument parce que Kimberly Sullivan a nié cette histoire. Elle affirme son innocence par l'intermédiaire de son avocat et elle a plaidé non coupable aux accusations. Les agents semblent toutefois comprendre que cet incendie auquel ils ont répondu est un peu plus qu'un simple incendie domestique ordinaire. Tu veux rester avec ta belle-mère pour l'instant ou quoi? Quoi? Oh, tu veux rester avec ta belle-mère pour l'instant? Oui, laisse-lui, hein. On essaye de savoir où elle est, bon sang. Elle attend dans une voiture en bas. Va la chercher. Toutes ces infos et tout le reste? On a déjà ces infos. Là, je ne veux pas qu'elle parte maintenant. S a dit au détective que les 2 enfants biologiques de Sullivan, qui sont maintenant adultes, étaient aussi au courant de ces abus présumés à la maison. Maintenant, les 2 filles de Sullivan n'ont pas été inculpées dans cette affaire. Au tribunal, on a appris que Kimberly Sullivan vit chez une de ses filles en liberté sous caution. Lors de la nuit de l'incendie, un détective a intercepté Sullivan sur un parking à quelques pâtés de maison de chez elle. Voici la vidéo de la caméra corporelle, environ 1 heure après que la police ait eu sa première conversation avec Sullivan. Les agents semblent donc savoir que quelque chose ne va pas. Bonjour, êtes-vous Kimberly? Je suis le détective Pêche. J'enquête sur tous les incendies en ville et je voulais savoir ce que vous savez ou ce qui s'est passé. Des parties de cette conversation ont aussi été expurgées. Mais vous pouvez entendre Sullivan dire qu'elle pensait que l'incendie avait commencé parce que la télévision de S avait pris feu. Quand a-t-il dit ça? Il a dit qu'il s'est réveillé et que la télévision était en flammes. D'accord. Où était-il quand il te l'a dit? Il sortait de sa chambre. Il sortait de sa chambre? Oui, je pense qu'il s'est endormi et a senti la fumée. Raconte-moi depuis le début quand tu apprends qu'il y a un feu ou de la fumée. Je l'ai senti. D'accord. Où étais-tu? Au lit. Où est ton lit? En bas? En haut? En haut? D'accord. Tu l'as senti. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je pense qu'il dormait, puis il s'est évanoui. Mais qu'est-ce que tu as fait précisément? Je criais pour lui, tu sais, pour lui. Et j'essayais d'entrer dans la chambre, mais c'était juste des flammes. Alors il est sorti de la chambre. J'imagine qu'il s'est réveillé et qu'il est sorti de la chambre. Donc, quand tu l'as vu au début, il dormait? Non, il parlait. D'accord. Il a dit qu'il ne pouvait pas sortir à cause des flammes. D'accord, et je restais en arrière parce que je pouvais les voir. Je sors juste. Et il ne pouvait pas sortir à cause des flammes? Oui, j'ai dit, sors. D'accord. Sors juste. Est-ce qu'il les a traversés en courant? Je suppose que oui. D'accord. Je suppose qu'il l'a fait. La porte de sa chambre était-elle verrouillée ou non? Non. D'accord. Est-ce qu'elle est normalement verrouillée? Non. D'accord. Elle est normalement ouverte? Il est libre de sortir quand il veut. Oui. D'accord. Est-ce qu'il a des difficultés mentales ou quelque chose comme ça? Le son se coupe à nouveau, alors qu'ils évoquent les antécédents de santé mentale de S, puis les détectives questionnent plus précisément sur les déplacements autorisés de S dans la maison. L'intonation de la réponse de Sullivan est intéressante. Les dossiers du tribunal montrent que Sullivan a dit au détective que S avait de nombreux problèmes, mais aucun diagnostic, car le père biologique de S, décédé en janvier 2024, s'opposait au médecin. Elle dit avoir emmené S chez un psychiatre pour traitement,
mais les dossiers n'ont pas été publiés. Donc il n'est pas clair si c'est vrai. C'est pourquoi je demande s'il y a des antécédents de... D'accord. Donc, rien de ce genre dans le passé? Non, D'accord. À part vous, vous dormiez dans votre lit, c'est bien ça? D'accord? Vous sentez la fumée, n'est-ce pas? Vous vous levez, vous allez dans sa chambre, n'est-ce pas? Et vous êtes... je crie. En train de crier. Il devait dormir, je ne sais pas. Il ne s'en est rendu compte que lorsque c'est arrivé. Oui, d'accord. Et tu lui dis de sortir de la chambre, parce qu'il y a des flammes là-bas. Oui, j'avais peur à cause d'eux. Oui, et je comprends ça. Et j'ai dit, coupe, traverse juste les flammes, peu importe, sors juste de la pièce. Ouais. Et où vas-tu à ce moment-là? Nous sommes toutes les deux, nous sommes descendus. Il a pu sortir avec toi alors? D'accord. J'ai tenté d'appeler le 911, mais j'étais trop secouée. Ça m'a pris un moment. Oui, non, absolument, je comprends. Vous restez ici un moment? Eh bien, j'allais aller à l'hôpital. D'accord. Est-ce que quelqu'un est avec vous? Oui. Qui est avec vous? Ma fille. D'accord. Est-ce qu'ils vivent aussi dans la maison? Il n'y a que vous et votre fils? D'accord. Et vous allez aller à l'hôpital? D'accord. C'est là que se trouve ma fille aînée. C'est là qu'elle est? D'accord, ça me va. Il est à Sainte-Marie, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et c'est là que tu vas aller maintenant? D'accord. Si j'ai besoin de te parler plus tard, tu n'as pas de problème pour me parler, n'est-ce pas? D'accord, merci. Tu ne sais pas si Sullivan a confirmé sa disponibilité après cette conversation ou si elle a acquiescé. D'après l'affidavit d'arrestation, lorsque le détective a tenté de reparler à Sullivan plus tard, elle a indiqué, après avoir consulté son avocat, qu'elle ne coopérerait plus à l'enquête. Maintenant, la défense de Kimberly Sullivan, aussi choquante que soient ses allégations, a été publiquement solide. Disons seulement que son avocat, Iotis Koloidis, n'a pas ménagé ses critiques envers la victime présumée, S, ni sa défense de sa cliente, Kimberly Sullivan. Nous l'avons d'ailleurs reçu ici dans notre émission il y a quelques mois. Et voici ce qu'il a répondu lorsque je lui ai demandé pourquoi le public ne devrait pas croire ce que S allègue contre sa cliente. Pour l'instant, il ne s'agit que des allégations d'une personne. Après plus de 20 ans d'expérience, je peux dire que ces allégations s'effondrent souvent. Il y a des problèmes avec cette histoire. Et malheureusement, je ne peux pas entrer dans tous ces détails maintenant parce qu'une grande partie de cela sera finalement révélée lors du procès. Quand certaines personnes témoigneront par le contre-interrogatoire et nos témoignages, y compris ceux de nos témoins et experts, comme nous l'anticipons, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu de longues conversations avec ma cliente et elle conteste les allégations. Elle dit que cela ne s'est pas produit. Et vous savez, je comprends que le monde entier veuille croire les allégations faites par son accusatrice, mais je pense que ces allégations doivent être examinées de manière critique. Ce n'est pas suffisant de dire que j'ai été enfermé dans une pièce. Regardez, il y a une serrure à l'extérieur de la porte et puis rien de plus. Et c'est exactement ce que nous allons faire tout au long de ce processus et au moment du procès. Et cela nous amène à ce qui s'est passé au tribunal aujourd'hui. Un juge a autorisé Kimberly Sullivan à obtenir le nouveau nom et l'adresse de son beau-fils pour préparer sa défense. Une victoire pour elle et son équipe. Le juge a cependant ordonné qu'elle conserve son système de positionnement global de surveillance, rapporte News 12. Nous accueillons maintenant l'avocat spécialiste du droit de la famille, Randy Kessler. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. C'est une affaire que nous suivons de très près depuis qu'elle a éclaté plus tôt cette année. L'argument que l'avocat de Kimberly Sullivan avance, c'est que son accusateur, son beau-fils, cet homme qui ne pesait que 31 kilos lorsqu'il a été retrouvé dans cette maison après l'incendie à Waterbury, que son nom devrait être connu. Il a été désigné sous le nom de S. Qu'est-ce qui entre en jeu dans la décision dans ce genre d'affaires? Pour, vous savez, cela concerne les dossiers médicaux, leur caviardage et la question de révéler au public l'identité de la personne accusant Kimberly Sullivan de crimes brutaux. Eh bien, d'abord, même avant d'en arriver là, je veux dire, j'espère qu'aucune des personnes qui regardent ces apparitions publiques ne fait partie du jury. Il est très virulent, non? Il attaque une personne déjà victime, que ce soit de son client ou d'un autre. Ils ont donc choisi d'adopter une posture totalement offensive. Le public doit-il connaître l'identité? Peut-être, vous savez, le public devrait-il savoir, parce qu'il pourrait y avoir des témoins ou des personnes capables d'identifier ou de fournir des informations. Peut-être, mais probablement que dans ce cas, cet enfant est tellement fragile, et à la limite, et peut-être, vous savez, a des problèmes de santé mentale importants. Vous voulez protéger la victime dans une certaine mesure,
la mère, la belle-mère, la prévenue. L'accusé a le droit de savoir qui l'affronte, mais elle sait qui. Je veux dire, qui l'accuse. Ce n'est pas caché pour elle. Elle sait qui c'est. Je veux dire, c'est son beau-fils qu'elle a élevé. Donc dire qu'il cache son identité, il ne cache pas son identité. S'ils veulent enquêter, la personne qui a les dossiers de ce garçon en grandissant serait celle avec qui il vivait. Qui est-ce le prévenu? Avec qui vivait-il? Donc c'est un peu, vous savez, la meilleure défense, parfois c'est l'attaque, et cela semble être la stratégie. Nous allons passer à l'offensive et affirmer notre droit à ces informations que l'État ne fournit pas. Ne faites pas confiance à l'État, rejetez l'affaire. C'est à peu près à cela que ça se résume, selon moi. On dirait qu'il y a ce va-et-vient autour de la procédure de communication des preuves. Et maintenant, il s'agit des dossiers médicaux. Le Connecticut dit avoir besoin de plus de temps pour caviarder les dossiers à cause de la victime S et de ses infos personnelles. L'avocat de Kimberly Sullivan affirme avoir besoin de ces dossiers pour préparer le procès. À quoi ressemble généralement ce va-et-vient entre les avocats? Et quelle est, peut-être pas la chronologie précise dans ce cas, mais quelle est la manière équitable de procéder pour transmettre les informations? Vous devriez le faire, mais en même temps, il ne faut pas traîner et il faut s'assurer que tout le monde ait les informations dont il a besoin. En général, c'est plus simple, non? Les mineurs ont plus de protection. Il n'est plus mineur. Parfois, vous ne savez pas qui est l'accusateur quand c'est un crime entre inconnus, quand il s'agit d'un enlèvement. Dans ce cas, la belle-mère sait qui c'est, vous voyez, donc ce n'est pas comme si elle essayait de découvrir qui c'est. Elle veut les dossiers médicaux, qui sont importants. Quel crime a été commis? Y a-t-il eu de la famine, vous savez? Lui a-t-on refusé et privé de nourriture et d'accès aux médicaments? Donc je ne comprends pas pourquoi ils retiennent ces dossiers médicaux et pourquoi ils essaient de le protéger, parce que tout le monde sait qui il est. Les documents doivent être produits. Cela donnerait à la défense un motif d'appel, affirmant qu'elle n'a pu préparer sa défense faute d'informations. Donc, s'ils sont légalement tenus de les fournir, qu'ils le fassent. Ils auront des avocats pour les conseiller et suivront leurs recommandations. L'accusé va obtenir l'information parce qu'il doit savoir, vous savez, comment prouver qu'il y a eu un abus. Cette perte de 68 livres était-elle liée à un problème médical indépendant des conditions de la maison? Ils auront droit à autant d'informations qu'il en existe, qui sont d'une manière ou d'une autre en rapport avec les allégations, c'est-à-dire que la mère l'a affamé, la belle-mère l'a affamé, la belle-mère lui a fait ça, la belle-mère, vous savez, ne le laissait pas aller aux toilettes, le forçait à boire de l'eau des toilettes, peu importe ce que c'était. Toutes ces informations, le prévenu y a droit. Je ne sais pas si ça va aider. Sinon, c'est un peu la technologie des avocats, non? Nous affirmons que vous n'avez pas eu un procès équitable, faute de toutes les informations. C'est, vous savez, il vous manque A ou B ou C. Vous passez à D, E et F et D, E et F. Ou alors, eh bien, nous n'avions pas les documents. Vous voyez? Au lieu de dire « elle ne l'a pas fait, elle n'était pas là, quelqu'un d'autre l'a fait », ce que je comprends maintenant, peut-être qu'elle dit « papa l'a fait et papa ne peut pas se défendre parce qu'il n'est plus en vie ». C'est beaucoup, je veux dire, et je pense qu'il y a tellement de couches dans cette histoire. S, qui est la victime dans cette affaire, il a 32 ans. Kimberly Sullivan est accusée de l'avoir gardé enfermé dans un placard de sa chambre près de 22 heures par jour depuis qu'il avait 11 ans. Je veux dire, et c'est une histoire qui, lorsqu'elle a éclaté pour la première fois, était tout simplement choquante. Et la défense de Kimberly Sullivan, et nous avons eu son avocat de la défense à l'antenne, c'est qu'il n'y a pas de serrure dans la maison. Il n'y a pas de serrure sur les portes. C'est un homme de 32 ans qui aurait pu sortir de la maison. Il aurait pu demander de l'aide. Je crois que le seul abus physique dont il l'accuse, c'est de lui avoir donné une gifle au visage une fois. Donc on dit beaucoup de choses, mais quelle était réellement la restriction imposée à cet homme qui a maintenant 32 ans? Comment cela pourrait-il se passer au tribunal? Certaines affaires sont complexes et celle-ci semble l'être. N'est-ce pas? Dans l'équipe de l'accusation, je dirais que c'est une défense pour justifier qu'il n'est pas parti plus tôt. Mais cela n'a pas commencé avec une personne de 32 ans, adulte et intégrée. Elle a été formée, manipulée, encadrée ou surveillée, peu importe comment vous l'appelez. Et donc, tôt ou tard, les victimes, il suffit de dire « bouh » et elles sursautent et elles ont peur, n'est-ce pas? Vous traitez quelqu'un ainsi, puis vous lui dites de partir en le défiant. Vous savez ce qui va arriver. Si vous avez grandi dans cet environnement, c'est comme un animal de compagnie. Vous pouvez avoir un chien de compagnie et ouvrir la porte grande ouverte, et l'animal ne va pas courir dans la rue, parce qu'ils savent ce qui va se passer. Ils savent que vous allez être en colère contre l'animal.
Dire que la porte n'était pas verrouillée, ce n'est pas suffisant, à mon avis, pour arrêter toutes les accusations. Surtout parce que même s'il n'est pas parti, vous avez un enfant qui ne pèse que 31 kilos à l'âge adulte, et vous n'emmenez pas cet enfant pour un traitement médical. Vous n'appelez personne. C'est un crime en soi. À notre connaissance, aucune caméra n'est installée dans cette maison pour montrer son quotidien. Une grande partie de ce que la police dit s'est passé et des dégâts que cela lui a causés reposent sur le fait qu'il pesait, selon la police, 31 kilos alors qu'il avait 32 ans. 31 kilos, c'est juste, même des mois plus tard, depuis qu'on a commencé à parler de ça, j'y pense. Et c'est horrible. Et c'est aussi simplement l'histoire qu'il a racontée. Je veux dire, il a dit dans l'un des articles qu'il écoutait les matchs de basket de l'Yukon et les courses de NASCAR pour savoir en quelle année on était. Parce qu'il n'avait pas le droit de sortir de la maison. Et c'est tellement fort de lire ça dans un rapport de police. Il va devoir le dire devant le tribunal. Comment les procureurs peuvent-ils le préparer? Le contre-interrogatoire risque d'être très difficile si l'affaire va au procès. Oui, enfin, ça va être dur, non? Le contre-interrogatoire promet d'être agressif avec cet avocat. Il affirme ouvertement que la victime n'est pas vraiment une victime de son client. Mais s'il s'en prend à la victime, le jury pourrait tout gâcher pour l'accusé. Je veux dire, c'est un contre-interrogatoire très intéressant. Tu veux vraiment le faire passer au contre-interrogatoire, et ensuite, tu fais revivre le traumatisme à la victime, et ton client se retrouve accusé d'avoir causé un autre traumatisme à la victime. On dirait qu'ils ont pris position et vont le contre-interroger pour l'intimider. Ou peut-être qu'ils essaient de convaincre l'État que, en tant qu'État, vous ne voulez pas faire subir cela à cet enfant. Cet homme de 32 ans pèse 31 kilos. Peut-être que ce sera si terrible que vous devriez proposer un meilleur accord et une peine réduite à mon client? Vous savez, je ne connais pas la stratégie de la défense, mais c'est compliqué. Contre-interroger une victime, surtout aussi attachante, est compliqué. Si la victime s'effondre sans savoir quoi dire, cela n'aidera pas la défense, selon moi. Est-ce que cette victime devra témoigner au tribunal? Je veux dire, si tout ce qui a été allégué est pas qu'est vrai, le traumatisme qu'il a subi puis finir par ne peser que 31 kilos, les problèmes de santé mentale qu'il doit avoir. S'il doit aller à la barre, est-ce qu'il doit témoigner si Kimberly Sullivan prend le procès en charge? Je vois deux raisons. L'une juridique, pourquoi faire un dossier circonstanciel quand on a un dossier direct? Pourquoi dire que nous avons des psychologues, médecins et experts médico-légaux qui ont constaté ce qui se passe là-bas? Il devait y avoir un crime qui s'est produit là-bas. Dans ce cas, vous avez la personne qui était le témoin oculaire, qui était la victime, qui suscitait de la sympathie. Mais aussi, et encore une fois, je ne suis pas psychologue et je ne connais pas la situation. Je ne peux pas imaginer que, dans 10 ou 20 ans, cela aiderait cette victime à témoigner contre son agresseur. Je veux dire, sinon, il faudrait attendre 10 ou 20 ans qu'il se réhabilite et retrouve le bon chemin, espérons-le. Mais il n'a jamais rien fait pour confronter cette personne. Ça doit en faire partie, même si ce n'est qu'une petite part. Et encore une fois, je ne suis pas psychologue, mais il devrait faire intervenir un spécialiste. C'est sûrement important pour décider s'il doit témoigner. Mais pour gagner, il devra probablement le faire. Sinon, la défense va s'en donner à cœur joie, car il n'y a pas de droit contre l'auto-incrimination pour la victime, n'est-ce pas? La victime ne peut pas dire qu'elle n'avait pas à témoigner. L'État, la défense, dira que vous ne pouvez pas leur reprocher cela. Ils pouvaient prouver que mon client avait fauté juste en lui posant une question, mais ils n'ont même pas fait témoigner ce gars. Vous savez, c'est parce qu'ils avaient peur, ils savaient qu'ils n'accuseraient pas vraiment mon client. Je pense qu'il doit témoigner. Comment vous préparez-vous à cet interrogatoire croisé? Je l'ignore. Quelle sera l'approche de l'avocat de Kimberly Sullivan? Mais encore une fois, je veux dire, rien qu'en voyant les conférences de presse, il est très agressif dans l'approche qu'il a adoptée. Typiquement pour un avocat de la défense, quand vous allez à un contre-interrogatoire et que vous planifiez votre stratégie, quelle part de tout cela est attendue, je suppose? À quel point un avocat est-il préparé? À quelle fréquence reçoit-on une réponse inattendue? Et doit-on alors s'adapter sur le moment? Je sais qu'à la télévision, une interview peut parfois déraper, mais c'est très différent de... Je ne te surprends pas, hein? Je suis toujours sur mes gardes, tu sais, c'est chaque fois que Randy Kessler arrive sur l'affaire. C'est intéressant, car il s'agit d'une affaire criminelle. En civil, on peut prendre la déposition du témoin à l'avance. On peut leur poser des questions pour connaître leur version des faits, notamment par des interrogatoires écrits. Dans une affaire criminelle, c'est la première fois qu'ils peuvent interroger le gars. Il faut donc être prêt. Comment vous y préparez-vous?
Il est difficile de demander à quelqu'un de jouer un rôle et de s'entraîner à un contre-interrogatoire avec une personne l'ayant vécu. J'imagine que si l'argent est là, ils vont engager un psychologue expert pour leur dire à quoi s'attendre, pour leur dire comment gérer ça. Parce que la défense ne veut surtout pas rendre la victime encore plus sympathique aux yeux du jury. Ils doivent trouver un moyen d'être poli, d'être gentil et simplement de le guider sur une voie. Cela montre qu'il a peut-être tort, que sa mémoire est incertaine ou que c'était le père qui l'a fait. Peut-être que la belle-mère a en fait essayé d'intervenir et tentait de le sauver, mais n'a pas pu. Il faut obtenir quelque chose du témoin, car s'il est en interrogatoire principal, c'est fini pour l'accusé. À moins que tu ne puisses récupérer quelque chose, un peu de crédibilité et de sympathie pour l'accusé. Tu sais, elle était aussi une victime. Elle ne voulait pas être dans cette situation. Elle allait être tuée si elle faisait quoi que ce soit. Mais encore une fois, nous n'étions pas là. Il y était. L'État aura plus de difficultés à le préparer pour le contre-interrogatoire que la défense a préparé ses questions. Rappelez-vous, au contre-interrogatoire, même bien préparé, il y a toujours un moment où vous repensez à l'interrogatoire principal. Et si vous êtes un bon avocat de la défense, vous vous dites « je peux trouver des failles là-dedans. Celui-là, je le laisse de côté ». Donc il va apprendre sur le tas, contrairement à la victime qui va témoigner en interrogatoire principal pour la première fois et dire « voici tout ce que je veux vous dire ». Ensuite, la défense va se préparer et dire « très bien pour le point B ». Mais concernant le point C sur lequel vous avez témoigné, laissez-moi vous poser une question. Point numéro 3, 4, 5. Je ne sais même pas si j'aimerais faire ça. Le contre-interrogatoire, aussi stimulant soit-il, qui voudrait poser ce genre de questions à une victime pour la faire passer pour un menteur. Oui, et vous savez, le jury, et je veux dire, tout va tellement converger vers ce moment si cela va réellement jusqu'au procès. Cette affaire, depuis le début, a tout simplement été ahurissante. C'est probablement le meilleur mot à utiliser pour penser à toutes ces facettes. Je veux dire, avez-vous déjà vu une affaire comme celle-ci auparavant? Nous en parlions. J'ai eu une affaire très médiatisée il y a des années, diffusée chez Dr Phil et d'autres émissions, où je représentais un père divorcé dont l'enfant, parti vivre en Géorgie avec sa mère remariée, a été enfermé 8 ans dans une salle de bain. À ses 18 ans, elle a scotché une liste de refuges pour sans-abri de Los Angeles sur le jean de l'enfant, puis l'a mis dans un bus pour Los Angeles. Cette fois, c'était différent car mon client ignorait où était l'enfant. C'était avant Internet, avant qu'on puisse simplement chercher sur Facebook ou les réseaux sociaux et il n'en avait aucune idée. Mais l'enfant était émacié et cette femme est allée en prison pour longtemps. Je n'arrive pas à croire que c'est encore un déjà-vu. Et mon pauvre client, le père de l'enfant, mais ça me fait penser à cette affaire où l'autre parent, la mère, n'a pas été impliqué pendant longtemps. Je comprends. Vous avez laissé l'enfant pensant que le père et la belle-mère seraient mieux. Mais vous ne vous demandez jamais ce qui se passe? Vous ne souhaitez pas faire de suivi à l'ère où Internet révèle tant d'informations? Il y a des questions qui me trottent dans la tête, surtout après le dernier cas dont je vous parlais. Oui, c'est vrai, et c'est une affaire compliquée. On verra ce qui va se passer, et si jamais ça va vraiment aller jusqu'à un procès. Randy Kessler, avocat en droit de la famille, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Law & Crime. Merci d'avoir abordé ce sujet avec nous. Merci Chris. C'était On the Case par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.